Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des pistes cyclables bidirectionnelles, c'est-à-dire une piste cyclable que l'on peut emprunter dans les deux sens. Non, là, c'est pas bon. Là, il va falloir faire une marche arrière. Non, à la fin du live, carrément. Oula, accident, vélo, voiture. Non, c'est pas bon là. C'est une auto-école? Ok. Dans cette vidéo, je vais présenter 5 points clés qui permettent d'identifier les potentiels problèmes des pistes bidirectionnelles et surtout de comment mieux les aménager pour permettre à tous de mieux y circuler. Avant de vous parler de ces points, il est important de vous montrer les avantages et inconvénients de tels aménagements à l'aide d'exemples. Et ici, je ne reviendrai pas en détail sur l'aménagement d'une bonne piste cyclable. J'avais déjà réalisé un sujet que vous pourrez retrouver en fiche et en description. Alors, on va commencer par les problèmes de ces aménagements. Le premier est donc le conflit entre les différents usagers de la route. C'est celui que je rencontre le plus souvent et il y en a de plusieurs types. Le premier, le plus dangereux, c'est les automobilistes qui vont devoir couper l'itinéraire cyclable. Et des fois, ils ne voient pas qu'un cycliste peut en cacher un autre. Non, à la fin du live, carrément. Oula, accident, vélo, voiture. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Toi, t'étais sur la piste là, il a coupé d'un coup? En fait, il a coupé comme ça Ouais. pour rentrer. Mais Comme là, quoi. Et Ouais, il a coupé direct. Et ça va toi? c'est bon, je suis pas tombé. Donc... Ok, nickel. Heureusement, rien de grave pour ce cycliste-là, mais malheureusement, quand les véhicules sont parallèles aux cyclistes et qui coupent la circulation, ils ne font attention qu'à ceux qui viennent en face. Vous pouvez voir en jaune là où les automobilistes ont l'habitude de regarder, et donc malheureusement dans la zone blanche, c'est là où il y a des accidents, c'est exactement là où a été percuté le cycliste ce jour-là. Et ne vous inquiétez pas, je détaillerai plus tard comment éviter ce type de problème. Au niveau des conflits, il y a également les cyclistes entre eux quand la piste est trop étroite. Cela arrive principalement au moment où la voie va changer de taille. Un cycliste était déjà en train de faire un dépassement, se fait surprendre par la réduction de voie et les cyclistes qui arrivent en face, et paf, un accident. Heureusement ici aussi, rien de grave. Et le dernier type de conflit, c'est les cyclistes avec les piétons. Et ce, dû principalement par un manque de communication et également par un manque de clarté au niveau des aménagements. Sur les 3 passages piétons que vous avez pu voir dans l'extrait, seul un était géré par un feu, les piétons sont passés au rouge, mais moi je n'avais pas de feu, donc ils avaient la priorité sur moi. Bon, on a fini avec le premier inconvénient, on passe à la seconde contrainte de ces aménagements, c'est l'accès. Pour une moitié des cyclistes, il va être compliqué d'accéder et de sortir de la piste. On peut d'ailleurs voir que dans beaucoup de cas de figure, sur Sébastopol par exemple, les cyclistes vont préférer rester à l'extérieur, sur la voie bus, plutôt que d'aller rejoindre la piste pour ressortir plus tard. Ça c'est principalement dû aux tours à droite qui ne sont plus accessibles à partir du moment où la piste est déportée d'un côté ou de l'autre de la chaussée. Il y a par exemple la liaison avec Sébastopol et Rivoli, où là c'est un vrai micmac au niveau des placements, il faut vraiment utiliser beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir se placer au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir tourner correctement. En plus là, j'ai le feu pour aller à gauche, nickel. Et au timing, je suis bon. Hop. Nickel. Ensuite, on a la continuité, avec des exemples comme la rue de Bercy, où l'aménagement s'arrête net, en plein milieu. Ouais, ouais, c'est ça, t'as le truc là, mais tu sais pas en fait que tu dois aller là. Parce que là, tu vas en biais après. Bon, aucun intérêt. Ou à Gambetta, par exemple, où la piste cyclable en bas de la pente s'arrête en dehors d'une intersection. Et donc évidemment, une partie des cyclistes vont continuer tout droit dans un contresens cyclable. Et à propos de l'avenue Gambetta, je vous remets plusieurs analyses que j'avais fait dessus, car il y a beaucoup à dire. Sur la rue Froidevaux également, où là, l'aménagement s'arrête en plein milieu de la place d'Enfer, qui porte bien son nom d'ailleurs. Enfin bref, des exemples comme ça, il y en a énormément, et pourtant il existe des solutions simples pour pouvoir éviter ce problème. Mais vous inquiétez pas, ça j'en parle juste après. Ensuite on a le problème d'itinéraire, c'est-à-dire que quand l'on souhaite suivre une direction, eh bien il va falloir aller sur cette piste qui va changer sans cesse de côté de la chaussée. Si je prends comme exemple les Maréchaux, voici ce que ça donne. Je débute à la Villette, pour aller en direction du sud je commence du côté droit de la chaussée, sur une bidirectionnelle, et maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble l'itinéraire. En vert c'est une bidirectionnelle qui se situe du côté droit de la chaussée, en rouge qui se situe du côté gauche, et en orange, il n'y a plus de bidirectionnel et que ça se transforme en sens unique. Je vous mets certains changements de direction, comme vous pouvez le voir, ils se font au milieu de nulle part, en dehors des intersections. C'est donc très compliqué à suivre, et par moments, on pense que ça va être bon, que l'on va pouvoir continuer à circuler du même côté de la circulation, et paf, ça change au milieu du pont. Bref, vous l'avez compris,
le vélo a été vu comme une variable d'ajustement ici. Enfin, le dernier point qui pose pas mal de problèmes, c'est l'accès au trottoir. Ça crée un problème quotidien pour les agents de propreté qui doivent aller traverser cette piste cyclable. Avec les poubelles qui sont lourdes, c'est pas forcément pratique, c'est pas pratique non plus de s'arrêter. Et on rencontre le même problème avec les personnes qui viennent faire des livraisons, les personnes qui déménagent, tous ceux qui souhaitent traverser cette piste bidirectionnelle. Bon, ça fait beaucoup d'inconvénients, mais heureusement, voilà la partie avantage. Tout d'abord, ces pistes bidirectionnelles ont un avantage majeur, c'est qu'elles vont renforcer le sentiment d'appartenance. Je pense que vous ne l'avez pas vu venir cet avantage. C'est vrai que c'est purement basé sur de la psychologie. On va se sentir dans un milieu qui est plus confortable, plus rassurant, entouré d'autres cyclistes que le long d'une route bordée de véhicules motorisés. Ensuite, il y a l'économie d'espace. Les pistes bidirectionnelles prennent souvent beaucoup moins d'empiètement que 2 pistes cyclables de chaque côté de la route. Ça permet à Paris qui a des voies étroites de pouvoir conserver des voies bus tout en créant des voies cyclables dédiées en double sens, pour ainsi éviter de mélanger tous les modes de transport. Et qui dit économie de place dit également économie de coût, car les pistes bidirectionnelles sont 2 fois plus rapides à mettre en place et 2 fois moins coûteuses. Logique, car à la place de faire 2 pistes, eh bien on n'en fait qu'une, un peu plus grosse. Ensuite, ça reste idéal pour créer des réseaux cyclables reconnaissables, pour créer des itinéraires sécurisés et faciles à suivre en séparant le trafic des cycles du reste de la circulation. Et c'est ce qui a également contribué au succès du vélo dans Paris, car ces voies ont drainé le trafic des rues adjacentes, car il est toujours plus rassurant de rouler sur ces gros axes remplis de cyclistes que sur des voies étroites ou en contresens de la circulation. Il y a également le fait de pouvoir se dépasser sur ces aménagements qui sont suffisamment larges. C'est une chose qui est assez rare à Paris sur les voies en sens unique. Il est uniquement possible de se dépasser sur les voies qui ont été aménagées très récemment, les anciennes sont trop petites. Et enfin, le point bonus, c'est la possibilité d'utiliser ces aménagements par des véhicules de secours. Les policiers, pompiers peuvent facilement emprunter ces aménagements. À partir du moment où on utilise le gyrophare et l'avertisseur sonore, eh bien ça ne pose pas de problème au niveau des cyclistes, tout le monde s'écarte. Cela a d'ailleurs été illustré dans de nombreux cas, comme par exemple l'incendie de Notre-Dame, où les pompiers ont facilement pu accéder à l'intervention grâce aux pistes cyclables qui étaient aménagées sur les quais de Seine. C'est d'ailleurs souvent que je rencontre ces véhicules de secours, quel que soit l'aménagement de la piste d'ailleurs. Bon, on arrive donc à un équilibre plutôt pas mal. Mais la vraie question c'est quand et comment faut-il aménager ces pistes bidirectionnelles? Bon, eh bien j'ai envie de dire, allons faire un tour aux Pays-Bas pour en tirer quelques leçons. Ça tombe bien, j'y suis allé il y a quelques temps, vous retrouverez d'ailleurs le sujet que j'avais fait en fiche et en description, et en analysant ces aménagements, je suis arrivé sur 5 points qui permettent à leur piste bidirectionnelle de fonctionner. Je vais donc vous les développer ici, pour ensuite, dans une prochaine vidéo qui est prévue, les utiliser pour analyser les 2 pistes bidirectionnelles les plus utilisées de Paris, qui sont Rivoli et Sébastopol. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains sujets, et ça permet aussi de soutenir mon travail. Bon, d'abord, la première question, c'est où et quand créer des pistes bidirectionnelles. Dans l'idéal, toutes les chartes et recommandations indiqueraient d'éviter l'aménagement de ces pistes bidirectionnelles en ville. Alors la règle numéro 1, c'est donc d'éviter au maximum que cette piste soit coupée par des intersections avec une forte circulation. Et donc, idéal de les voir se placer sur le bord d'un cours d'eau, le bord d'une ligne de chemin de fer ou des endroits où elle sera peu coupée par des intersections. Et quand elles sont placées le long de ces aménagements, il faut que cette voie cyclable borde le côté opposé à cette délimitation. Alors je sais, ça peut paraître paradoxal parce qu'on était en train de dire qu'il faut que cette voie soit coupée le moins souvent possible par des intersections. Mais laissez-moi vous montrer un petit exemple. Sur cette voie, on voit qu'elle a été placée du côté opposé de la ligne de chemin de fer, et ça permet effectivement aux petites rues d'accéder facilement à cette piste bidirectionnelle. Si la piste était placée de l'autre côté, proche de la ligne de chemin de fer, à chaque fois, il faudrait que les cyclistes attendent à chaque carrefour de pouvoir sortir et rentrer sur cette piste bidirectionnelle, car ils devraient franchir cette grosse intersection auxquelles ils sont parallèles. C'est par exemple ce qui va se passer sur la rue de Rivoli où le choix s'est porté du mauvais côté de la chaussée. La mettre du côté droit aurait également permis une meilleure connexion avec la piste bidirectionnelle de Sébastopol. Et ça aurait surtout permis de simplifier les connexions avec la piste bidirectionnelle et les 21 intersections côté nord où il y a peu de trafic. Car sur Rivoli, la circulation est limitée aux riverains, taxis et bus. Il n'y a qu'à 6 endroits où le trafic est localisé, parce que les automobilistes vont traverser la rue de Rivoli. Et côté sud, il n'y a que 6 petites intersections avec faible trafic. Par rapport à ces différents éléments, le choix de la piste aurait dû donc se placer de l'autre côté. Mais ça, je vous l'ai dit, je le développerai dans un sujet spécial. Et à Paris, on va souvent retrouver cette
cette erreur de voir la piste cyclable collée du côté de la limite, notamment sur les quais de Seine et sur le périphérique. Je pense que vous y réfléchirez la prochaine fois que vous emprunterez ces bidirectionnels et que vous vous direz « Ah oui, ça aurait été quand même plus simple si la piste bidirectionnelle était collée à cette petite rue plutôt que de devoir traverser ce boulevard à 3 voies. » Et là vous allez me dire « Ah raison, mais attends, c'est plus dangereux de mettre plus d'intersections, surtout à Paris. » Et bien dans ce cas-là, ça dépend surtout de la manière dont sont faites ces intersections. Voici à quoi ressemble la piste cyclable bidirectionnelle que je vous ai montré juste avant aux Pays-Bas. On peut voir effectivement qu'il y a une voiture qui me passe devant parce qu'il y a une intersection. Ce n'est pas la piste cyclable ni le trottoir qui va se retrouver coupé par cette voie de véhicules motorisés, c'est bien les véhicules motorisés qui vont s'inviter sur cet espace. Et c'est ce petit détail qui permet de rendre ces intersections beaucoup plus sécurisantes. Et le prochain point, c'est donc de simplifier ces intersections à faible trafic. Il faut que les priorités soient claires sur chaque intersection. Par exemple, sur cette image-là, vous allez quand même réfléchir un petit peu avant de savoir qui a la priorité sur qui. Je vous laisse d'ailleurs faire une petite pause si vous souhaitez résoudre cette énigme et laisser vos réponses en commentaire. Et je vous mets la réponse juste après. Voilà ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez le voir, ça manque de clarté entre les différents usagers et donc ça créera des conflits. Je vous propose une nouvelle version qui est donc inspirée de ce qui est fait aux Pays-Bas. Ici, je pense que vous aurez les bonnes réponses assez rapidement car c'est beaucoup plus clair au niveau de l'intersection. Le piéton est toujours prioritaire au passage piéton. Ensuite, c'est le cycliste qui est prioritaire sur les véhicules motorisés. Et ensuite, c'est les véhicules motorisés entre eux. Il faut donc aussi harmoniser les feux de circulation, marquage au sol en ce sens. Sur Sébastopol, en l'espace de quelques centaines de mètres, on peut se retrouver face à cette configuration. Les piétons doivent attendre que le feu passe au vert pour pouvoir s'avancer. Puis à cette configuration, les piétons peuvent traverser la piste cyclable, mais pas la chaussée, où ils doivent attendre que le feu passe au vert. Et enfin, un petit peu plus loin, à cette configuration, où là c'est simplement un passage piéton et sont prioritaires par rapport à tous les véhicules. Ensuite, il y a les débuts et fins de piste. Les bidirectionnels doivent toujours se terminer à la hauteur d'un carrefour et à la fin de l'intersection de celui-ci. Et cela pour éviter aux cyclistes d'effectuer des contresens. Je vous invite à revoir d'ailleurs la précédente vidéo que j'avais fait à propos des carrefours en expliquant le principe des carrefours à la hollandaise. Sur ce type de carrefour, le cycliste peut tourner tout autour dans le sens anti-horaire. Et on peut voir que malheureusement, comme sur le Dreux-Rollin, l'aménagement encourage le cycliste à faire un contresens. La règle d'or, c'est d'avoir des aménagements cohérents avec des carrefours où on les prend toujours de la même manière. On ne doit pas avoir à redécouvrir à chaque fois un nouvel aménagement. Aussi l'exemple de Neuilly-sur-Seine où la bidirectionnelle ici est coupée avant le carrefour et donc des cyclistes sont envoyés un petit peu au milieu de la nature et forcément prennent des risques et vont prendre le contresens. Il y a bien sûr le point de la différenciation. La piste doit disposer d'éléments qui permettent de facilement l'identifier, soit avec un marquage clair, soit une différence de couleur, soit une différence de hauteur, soit les trois. Et quand aucun des trois n'est présent, eh bien c'est là que je me retrouve face aux situations les plus farfelues avec des véhicules en face de moi. Par exemple ici, la continuité de la bidirectionnelle n'est pas indiquée avec des pointillés qui traverseraient la chaussée. Et les véhicules venant de cette voie se trompent souvent en empruntant la piste bidirectionnelle. Est-ce une coïncidence? À partir du moment où il y a plusieurs usagers qui font la même erreur, je finis par douter. Et sinon oui, j'insiste, faire un enrobé d'une couleur différente, ça serait idéal. Mais un bon marquage pourrait faire l'affaire ici. Et enfin, il faut bien sûr une largeur adaptée. La piste doit être dimensionnée selon le besoin. En France, le CEREMA fournit un ordre de grandeur à respecter. Au-dessus de 3000 passages par jour, c'est 4 mètres minimum. On peut voir que sur le boulevard Sébastopol, par exemple, à certains endroits, cette largeur minimale n'est pas respectée, entraînant des conflits entre les différents usagers. Alors qu'à quelques centaines de mètres de là, il y a la rue de Rivoli qui fait d'ailleurs beaucoup parler d'elle avec cette largeur incroyable d'à peu près 12 mètres pour les cycles. Il faut donc, dans un premier lieu, uniformiser ces pistes et donner une largeur suffisante pour permettre des dépassements et des croisements. Pour conclure, ce manque de cohérence et de clarté s'explique aussi par le fait que Paris développe le vélo d'une manière extrêmement rapide et que la ville n'a pas encore statué sur une bonne manière de faire. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui arrivera dans les années à venir. En tout cas, quand vous rencontrez une situation que vous estimez dangereuse, n'hésitez pas à la faire remonter à votre ville, à en discuter autour de vous, à en discuter aux associations pour que le problème existe et qu'il puisse être corrigé. J'espère que ce sujet à propos des pistes bidirectionnel vous a intéressé et que vous y voyez maintenant plus clair. Vous retrouverez toutes les sources et informations qui m'ont permis de construire ce sujet en description sur un article spécial. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet et si vous êtes d'accord avec certains points ou non, parce que c'est aussi important de pouvoir échanger ensemble. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, Utip et sur Twitch, où d'ailleurs je ferai un live présentant les différentes pistes bidirectionnelles. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. J'ai pas eu encore de mauvaises surprises.
Nous voilà de nouveau sur Place d'Italie. Place d'Italie, qu'est-ce que je raconte? Sur Bastille. Non, non, c'est pas bon là. C'est une auto-école? Ok. Donc le moniteur a laissé à l'élève faire la connerie. Bah alors, vous faites quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces moniteurs qui laissent à l'élève faire la connerie? Permis malin. Ah, il va y aller? Oh là là, mais quelle catastrophe. J'étais sûr qu'il allait y aller, hein.